Alors, nous revenons sur le plateau de la web télé de Salon CE en présence de Thierry Lepang, que je ne reçois pas pour la première fois, mais en sa qualité de secrétaire général de la CGT, c'est la première fois. Merci Thierry de revenir aussi souvent sur Salon CE, même avec ces nouvelles fonctions qui doivent prendre beaucoup de votre temps. Merci de nous en consacrer un peu. Merci de l'invitation. Et Jean-Luc Semama, donc, pour le groupe Legrand, où nous allons parler de comment améliorer la qualité du dialogue social avec le point de vue du syndicaliste et le point de vue de l'expert, qui effectivement sont deux angles différents. Un, le point de vue du salarié, et l'autre de celui qui voit pour les salariés les comptes de l'entreprise et qui peut lire dans le mar de café ce qui peut se passer à court, à moyen et à long terme. Et puis relayer les informations aux salariés. Voilà. Donc Thierry, on est en pleine... depuis des années, depuis les lois Fillon, on parle de moderniser, de rationaliser. Enfin, on a mis plein de mots sur le dialogue social. Quelle serait selon vous l'idée pour réellement améliorer cette qualité de dialogue social, que ce soit au plus haut niveau, le vôtre, quand vous dialoguez avec les organisations patronales ou dans les branches ou dans les entreprises? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer la qualité du dialogue social? Bien d'abord, je pense qu'il faut faire attention aux expressions qui sont utilisées, à leur utilisation, et aux groupes de mots qu'on rassemble comme ça, comme étant la conceptualisation d'une idée qui serait partagée par toutes et tous. Le dialogue social, ce n'est pas la fin en soi. C'est quelque chose qui se pratique bien souvent dans les entreprises, à l'initiative des syndicats de salariés ou même parfois à l'initiative des employeurs. Le dialogue social, ce n'est pas la négation de la mécanique conflictuelle à laquelle on est confronté compte tenu des antagonismes qui existent encore aujourd'hui entre les actionnaires, qui sont d'ailleurs, et c'est bizarre, absents quand on parle de dialogue social, l'entreprise, voilà, comme si l'entreprise représentait forcément et uniquement les actionnaires et les salariés et leurs représentants. Et donc on tente de nous faire croire que ce dialogue social ne serait effectif que par une direction de l'entreprise mandatée par les actionnaires qui, eux, restent bien en dehors aujourd'hui du dialogue social, puisqu'on pourrait aussi discuter de la rémunération de ces actionnaires s'ils faisaient partie du dialogue social. Donc entre une direction de l'entreprise, qui applique des décisions venues souvent d'ailleurs, et les syndicats de salariés qui représentent les personnels. Moi, je crois que le dialogue, il peut exister si on arrive à rassembler autour de la même table l'ensemble de ceux qui font aujourd'hui l'économie du pays. Les actionnaires, les responsables d'entreprise et les syndicats de salariés représentant effectivement les salariés. Et là aussi, attention à dialogue social. Parce qu'on dialogue sur quoi? Est-ce qu'on dialogue sur ce que veulent les actionnaires? Est-ce qu'on dialogue sur ce que veut la direction de l'entreprise? Est-ce qu'on dialogue sur ce que veulent les salariés et leurs représentants? Ou est-ce qu'on discute des trois contradictions qui existent véritablement dans une entreprise telle qu'elle est définie dans le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui? Et ça, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à l'utilisation du dialogue social qui serait la solution à la réduction des contradictions entre les actionnaires, les chefs d'entreprise et les salariés. Le dialogue, c'est une méthode, c'est un moyen, c'est nécessaire. Encore faut-il ne pas nier les contradictions qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. Le fait de ne pas évoquer ces contradictions nous permet souvent au patronat et au gouvernement d'utiliser le vocable dialogue social sans qu'on puisse véritablement mesurer qu'il puisse y avoir des intérêts contradictoires. Moi, je pense qu'il ne faut pas cacher les intérêts contradictoires, qu'il faut les mettre sur la table comme l'ensemble des possibilités qui existent aujourd'hui véritablement de répondre à l'attente des salariés, à l'attente des entreprises et pourquoi pas à l'attente des actionnaires. Alors, le point de vue de l'expert sur... donc, on a vu une idée sur comment améliorer la qualité du dialogue social, mais avec quels outils? L'expert qui, lui, est mandaté par les représentants des salariés pour aller regarder les comptes et savoir, comme on demande à un voyant de lire dans la boule de cristal, comment on lit dans la liasse fiscale ce qui va se passer. Avec quels outils on pourrait améliorer ce dialogue social? Je pense déjà avec une information sincère, et l'expert est là pour vérifier la sincérité de l'information. Que faudrait-il rajouter pour l'améliorer, ce dialogue social? Moi, je crois que dans ce que vient de dire à l'instant Thierry Lepang, il y a un élément qui est important quand il parle de l'actionnaire. Parce que bien souvent, le dialogue se fait dans l'entreprise entre les élus du personnel et la direction. Or, bien souvent, dans les grands groupes notamment, nous voyons des directions qui ont des directives
stratégie donnée par les actionnaires, pas présents aux négociations. Quand on dit par exemple qu'on veut limiter l'effectif global en France à une direction parce qu'on veut délocaliser, c'est même pas un choix de la direction, c'est un choix à un autre niveau. Donc on n'est plus qu'à régler les problèmes de logistique finalement dans le dialogue entre les salariés et la direction. Puis d'un autre côté, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le mot dialogue, il y a la racine dit, c'est deux, il faut être deux, il faut vouloir dialoguer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement, le dialogue est difficile dans beaucoup d'entreprises. On parle des grandes entreprises, mais je parle aussi des PME, PMI, où c'est encore plus difficile parce qu'on a en face de soi le dirigeant actionnaire, fondateur de l'entreprise quelquefois, et bien souvent, c'est son entreprise, il agit de façon comme le patron, et le dialogue, c'est presque une perte de temps pour certains. Donc le problème, c'est qu'il faut créer de la confiance. Et c'est pas sur une loi, on appuie sur un bouton qu'on crée de la confiance. Et pourquoi aujourd'hui, la confiance est si difficile? Tout à l'heure, j'ai vu passer un élu de CE sur un stand qui me disait « nous, on n'y croit plus ». Donc on ne demande pas les comptes, on va aux réunions en espérant qu'on ne va pas avoir de licenciement. Bref, profil bas. C'est une tendance gravissime aujourd'hui. C'est que certains ont renoncé à leur mandat réellement d'élus du CE. Je crois que la confiance doit se faire, et déjà par la communication, par l'ouverture ouverte. J'ai un exemple tout à fait simple. L'ANI, dont on a fait les choux gras, la sécurisation de l'emploi, il y avait un élément que je trouvais moins intéressant dans ce projet, qui était de parler de stratégie d'entreprise. On devait avoir une base de données économiques et sociales qui devrait informer les élus sur les projets d'entreprise à 3 ans. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on voit? Le décret de fin décembre, il n'y a même pas une ligne sur la stratégie. Pour ce qui est des évolutions à 3 ans, on ne voit pas de chiffres. On voit que si on ne peut pas, on donne des grandes tendances. Donc réellement, les enjeux essentiels liés à l'avenir, pour calmer l'angoisse des salariés dont on voit les plans sociaux à répétition, là on parle de l'affaire des transports Maurice Ducrot, près de 3000 emplois en moins, c'est plus des petits licenciements, mais même un emploi c'est énorme, un emploi c'est une famille qui est décimée. Bon. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté de dialoguer pour permettre aux élus de se former à la langue économique qui n'est pas évidente, et il faut également vouloir de la transparence. Certains dirigeants oublient que les salariés qui travaillent toujours à leur poste de travail sont aux meilleures places pour avoir des idées. Donc quand on veut... Un homme seul ne sait pas grand-chose. Il faut travailler en équipe. Je suis persuadé que dans un grand syndicat comme la CGT, on a un exemple qu'on avait trouvé sur le salon des CE de Rouen, puisque c'est la région de Thierry Lepant, chez Renault, je pense. Les salariés s'étaient réunis puisqu'ils savaient qu'ils allaient arrêter une ligne de construction de je ne sais plus quel modèle. Et ils disent, nous, si on décide qu'on ne construit plus de voitures, on va expliquer au patron qu'on peut les déconstruire. Donc ils ont fait une étude, ils ont expliqué qu'on pouvait déconstruire les voitures sur le site. Ils ont amené le projet à la direction a dit c'est formidable, on va le faire, en République tchèque. Et ça, je ne sais pas quel est le point de vue du syndicaliste, du patron qui va s'appuyer sur le travail des salariés pour que les salariés n'en bénéficient pas. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au conflit pour faire valoir la validité de son étude? Oui, le conflit, c'est quelque chose de naturel dans les rapports sociaux. Il ne faut surtout pas évacuer le conflit. Évacuer le conflit, c'est le renoncement. Voilà. C'est adapter. Ce dont parlait Jean-Luc Sénama. Oui, ça consiste à adapter plus ou moins bien notre modèle social, notre modèle économique à ce que veulent quelques-uns, ces actionnaires masqués avec lesquels on ne discute pas. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, ce serait un recul sans précédent si on acceptait de renoncer à construire un monde dans lequel chacune et chacun peut trouver légitimement sa place et se sent respecté à la place qu'il occupe, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit salarié ou qu'il soit même actionnaire. Je pense que le fait d'avoir une partie du monde économique aujourd'hui qui est cachée mais qui en fait décide ne permet pas une confrontation réelle. On discute de tout dans l'entreprise, mais surtout de ce que veut celui qui est absent autour de la table. C'est ça la vraie question. Et le dialogue social, il est souvent utilisé comme étant un moyen, une méthode de faire accepter par les salariés ce que demande l'entreprise qui elle-même se considère comme étant au service uniquement des actionnaires. Et c'est avec cela qu'il faut rompre. On le voit d'ailleurs dans le procédé qu'a utilisé
François Hollande dans le cadre du pacte qu'il a passé avec Pierre Gattaz. Ils se sont mis d'accord tous les deux pour dire qu'il fallait faire des économies sur le budget de l'État. Bon, c'est la première fois qu'il y a une injonction du MEDEF sur le budget de la nation, qui normalement est décidé par les députés dans le cadre d'un rapport de force politique. C'est un deal entre deux individus. Bon, et après, on demande aux parlementaires, on demande aux syndicalistes d'adapter les conditions pour que ce deal soit rendu possible, acceptable par les salariés ou par les députés. Cette mécanique-là ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des diversités de pensée qui existent dans notre pays. Et puis je connais bien l'histoire de Renault, forcément, en Haute-Normandie. Les camarades ont travaillé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de ne pas renoncer dans notre pays à produire des voitures. Voilà. Et ils se sont dit, quand on produit des voitures en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Ça veut dire que notre syndicalisme s'occupe non seulement des conditions de vie et de travail des salariés, non seulement de leur rémunération, non seulement de la place du travail dans notre société, de la création de richesses, mais aussi de l'environnement, ce qui est une dimension nouvelle pour des syndicalistes comme nous qui avons l'étiquette de productivistes qui nous colle à la peau depuis plus de 100 ans. La réaction de nos camarades, qui était une réaction intelligente, a été de dire essayons de voir quelles sont les conditions nécessaires à remplir pour penser la déconstruction de la voiture au moment même où on l'a construit. Voilà. Et ils ont dit, les mieux à même de déconstruire une voiture, ce sont ceux qui l'ont construit. Voilà. Et donc le cycle de production, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, d'un point de vue du mode de production, est pensé dès la création de la voiture. Bon. Alors forcément, le patronat s'en est emparé. Il a pris une décision qui est forcément inacceptable pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est servi de l'intelligence des travailleurs de chez Renault, de leur syndicat CGT, mais aussi des autres qui ont appuyé notre démarche, qui nous ont aidés à la construire, dont beaucoup de cadres se sont investis aux côtés de la CGT pour travailler concrètement cette problématique de déconstruction des voitures. Ils l'utilisent pour effectivement le mettre à l'étranger. Voilà. Ça veut dire qu'on est capable dans notre pays aujourd'hui de considérer qu'un groupe d'actionnaires, parce que là, en l'occurrence, c'est bien cela dont il s'agit, pompe la matière grise, la réflexion, l'énergie des forces productives de notre pays pour confier à d'autres, dans d'autres pays, cet aspect qui est un aspect fondamental de penser, quand on produit quelque chose, à ce qu'on va en faire après. Je crois qu'on va conclure. Je vais juste conclure avec une réflexion qu'avait faite Jean Auroux sur ce plateau. Quand je lui ai demandé s'il pourrait aujourd'hui réécrire les lois Auroux, il dit non, parce qu'à l'époque, j'avais affaire à des capitaines d'industrie. Aujourd'hui, ce sont des banquiers. Donc je pense que là, tout est dit et que ce qu'on connaît aujourd'hui et ce que vous venez de dire, Thierry Lepin, c'est l'incarnation de ce que disait Jean Auroux. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Merci et beaucoup. puis à très bientôt, j'espère, sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Jean-Luc est un habitué et que le nouveau secrétaire général de la CGT le devienne. Il va s'y habituer. Il va s'y habituer. Merci Thierry.